Bonjour, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce lundi 19 novembre, les suites de l'enlèvement de la jeune Chloé. Le ravisseur présumé de l'adolescente de Barjac dans le Gard venait de purger une peine pour agression sexuelle. L'agglo de Montpellier qui vote en urgence un dispositif de soutien aux commerçants, artisans et professions libérales. Une réponse à la fronde des petits patrons confrontés à l'explosion de la cotisation foncière des entreprises. Et puis on terminera avec un mot de sport et notamment la défaite des basketteuses de Latte face à Basketland, le BLMA qui était invaincu jusqu'ici en championnat. Après l'émotion et la joie des retrouvailles à Barjac dans le Gard, restent à présent des zones d'ombre à éclaircir après le rapt de Chloé, 15 ans, retrouvée vendredi dans le coffre d'une voiture en Allemagne. Le procureur de la République de Nîmes a ouvert une information judiciaire pour enlèvement, séquestration et viol. Les détails de l'affaire, Olivier Michel. Après les joies de l'annonce de l'arrestation du ravisseur présumé de Chloé et son retour samedi à Barjac, se posent aujourd'hui les questions du périple vécu par la jeune fille. Elle a été entendue hier dans les locaux de la gendarmerie de Nîmes, mais c'est d'Alsace que sont venues aujourd'hui les nouvelles. Elle a fait état qu'elle avait été continuellement, elle avait vécu ou autour ou dans la voiture durant les 6 jours. Et que les nuits se passaient dans des forêts, toujours à l'écart, et à l'écart de tout contact d'autres personnes. Elle a été effectivement entravée, puisque des traces de liens ont été retrouvées sur elle, mais au moment de sa libération, elle n'était pas entravée. Pour l'heure, aucun élément ne permet de dire si la jeune fille a été agressée sexuellement, mais selon l'AFP, l'information judiciaire a bien été ouverte pour enlèvement, séquestration et viol, eu égard au profil du suspect. Kamel Bousla, le ravisseur présumé, avait été condamné en 2009 à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour agression sexuelle. Il était sorti le 14 septembre dernier et ne s'était pas présenté au service de probation, d'où les questions soulevées par le maire de Barjac. On peut s'étonner peut-être que le dispositif de non-présentation de ces malades, comme ils doivent le faire, n'ait pas été plus tôt déclenché, parce qu'il s'est passé quand même du temps. Je crois qu'il faut des mesures fermes, coercitives et de soins, et en tout état de cause des bracelets que l'on ne peut pas enlever. Et dès lors qu'on doit pointer quelque part, si on ne pointe pas, déclencher une recherche. Pour l'heure, le ravisseur présumé est toujours détenu en Allemagne, mais selon le procureur d'Offenbourg, il n'y a rien qui s'oppose à une extradition rapide qui pourrait intervenir dans quelques semaines, voire moins. Et selon le quotidien régional Midi Libre, plusieurs hauts magistrats du sud de la France ont été convoqués par le garde des Sceaux aujourd'hui à Paris pour une réunion de travail sur cette affaire. Chloé, qui doit à présent assimiler cette douloureuse expérience pour pouvoir s'en relever, écoutez l'avis du chef de l'unité de pédopsychiatrie du CHU de Nîmes au micro d'Olivier Michel. Passer le moment, je dirais, où on ne pense qu'à survivre, à se protéger, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir être attentif à comment elle va pouvoir se récupérer face à une telle intensité d'agression, puisque là la pression est retombée, qu'elle retrouve sa famille, qu'elle retrouve son entourage, mais que voilà, elle reste avec l'intensité du traumatisme, et les signes vont peut-être commencer à apparaître, qui peuvent être très variables, remémoration, troubles émotionnels, anxiété, troubles du sommeil, dépression même. Il y a aussi comment on va exister aux yeux de ses camarades, de ses parents, dans les mois et semaines qui vont venir. Elle aura très certainement besoin d'un accompagnement psychologique. Aujourd'hui, il y a des techniques codifiées par rapport à l'accompagnement des personnes qui ont subi de tels traumatismes. Et on peut espérer que petit à petit, elle arrive à se reconstruire, en sachant encore une fois qu'effectivement, il ne s'agit pas d'oublier cette histoire. Elle restera à jamais pour elle. Alerte au colis radioactif à Nîmes. Une caisse métallique contenant du fluor radioactif a été perdue sur le périphérique entre le parc Georges Besse et le CHU Carrémo ce matin. Si vous avez trouvé ce paquet, surtout ne l'ouvrez pas. Son contenu est dangereux pour la santé s'il n'est pas manipulé dans les règles. La préfecture du Gard recommande d'alerter les pompiers en composant le 18.
Anne-Yvonne Ledin dénonce les violences qui se sont produites lors de la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers d'opposants au mariage gay dimanche à Paris. Des militants d'extrême droite sont accusés d'avoir agressé une journaliste et des militantes féministes en marge du défilé. La députée socialiste de l'Hérault demande la dissolution de l'Institut Civitas, organisateur de la mobilisation. Écoutez. On a eu des femmes qui ont été molestées avec beaucoup de violence, traînées par terre. Une journaliste l'a été également. On ne va pas dans une manifestation avec des enfants en y déployant par ailleurs de la violence. C'est un interdit profond de nos sociétés humaines, et de la même manière qu'un homme ne bat pas une femme, et que par ailleurs il n'est pas le moindre regret, qu'il n'est pas le moindre soupçon d'une excuse, que ce matin ils disent clairement que la journaliste n'avait pas à être là et que ces femmes n'avaient pas à être là, et il n'y a aucun regret. Je trouve que c'est dramatique et très inquiétant, et donc je demande la dissolution de l'Institut Civitas. Le vote des militants UMP hier, comme vous pouvez le voir sur ces images à Nîmes, notamment les adhérents du parti Élysée, leur président. Pour l'heure, le duel François Fillon-Jean-François Copé n'est pas encore tranché au niveau national. En Languedoc-Roussillon, c'est le secrétaire général de l'UMP qui l'emporte très nettement face à l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy. Dans le Gard, Jean-François Copé bat François Fillon par 1501 voix contre 869. Et dans l'Hérault, Copé est en tête avec 1826 voix contre 1270. À Montpellier, un conseil d'agglomération extraordinaire était convoqué hier matin pour répondre à la colère des patrons des petites et moyennes entreprises. Depuis plus d'une semaine, commerçants, artisans et professions libérales dénoncent la hausse brutale de la cotisation foncière des entreprises 2012. L'impôt ne peut pas être annulé, mais hier, les élus ont voté un dispositif de soutien en urgence. Les détails, Olivier Roiran. Le conseil de ce matin, il n'est pas tenu sous la pression de la rue. Seul face à la tempête, seul face aux conseillers d'agglomération, le moment est solennel pour le président de l'agglo de Montpellier. Une grand-messe dominicale inédite de 2h30 avec une vingtaine d'interventions. Au programme, un mea culpa à grande échelle au sujet de la cotisation foncière des entreprises, votée ici en septembre 2011. Ce vote qui a été fait sans simulation, effectivement, n'a pas été fait de façon très lucide. Nous ne sommes pas au-dessus de la population et des gens qui nous élisent qu'il nous arrive de faire des erreurs. Pas d'autoflagellation en revanche pour le président de l'agglo. Selon lui, un calcul précis de la CFE était impossible. Alors il faut réagir pour compenser une augmentation insupportable de la taxe et calmer la colère des commerçants et des artisans. Le 17 décembre prochain, par rapport à la cotisation qui leur a été mentionnée sur le feuille d'impôt, ils n'auront à payer que ceux qui payaient l'année dernière. Et l'organisation d'un remboursement éventuel de l'agglo n'est pas encore calée. Ce dimanche, seules 3 mesures ont été adoptées par 85 conseillers sur 90. Il s'agit de demandes faites au gouvernement, seul habilité à intervenir sur la CFE 2012. Annulation du rôle de 2012, de manière à régler ce problème et éventuellement revoter à la sortie un nouveau rôle. Mais dans la mesure où on l'obtient, bon, ça marche. Si on ne l'obtient pas, deuxième mesure, c'est le dégrèvement immédiat au profit des entreprises les plus fortement impactées par les conséquences de ce dispositif. Troisième élément aussi, c'est un différé pour la trésorerie essentiellement au profit de ces entreprises. Des vœux qui ne seront pas forcément validés à Paris. La flambée de la cotisation foncière des entreprises a aussi été observée dans d'autres agglomérations de France. À Montpellier, en tout cas, les prochains débats pour le budget 2013 s'annoncent particulièrement animés. L'ancienne mairie de Montpellier va devenir la cité des métiers, un projet initié par la municipalité sur lequel planchent actuellement une vingtaine de partenaires institutionnels et économiques, parmi eux par exemple la Chambre de commerce et d'industrie, Pôle emploi ou encore la boutique de gestion. Il s'agit d'implanter un guichet unique pour tous ceux qui désirent s'informer sur les métiers, la vie professionnelle et la formation. Écoutez. Le candidat à la recherche d'un emploi se trouve confronté à une multitude de solutions sans savoir exactement quel est le chemin pour les atteindre. L'objectif de la Cité des métiers, c'est sur un même site, lui donner la possibilité d'avoir l'information sur les carrières, les moyens, les offres, d'avoir de l'autre côté la possibilité d'avoir réponse, soit d'une manière générale, soit sur son cas particulier, aux solutions qui peuvent lui être proposées, et puis d'avoir en permanence un espace d'information, d'animation sur tout ce qui se passe, créé par les chambres consulaires, par l'État, par les services spécialisés en matière de recherche d'emploi, par les collectivités territoriales, pour rapprocher le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi et puis les demandeurs d'emploi.
Les travaux d'aménagement de l'ancienne mairie devraient démarrer en 2013 pour une ouverture de la Cité des métiers en cours d'année. Petite surprise samedi matin à l'occasion du conseil municipal de Nîmes, l'écologiste Alain Fabre-Pujol a annoncé qu'il était candidat aux prochaines élections municipales. Lors du précédent scrutin en 2008, il était présent sur la liste conduite par le communiste Alain Clary. Écoutez. J'ai déposé ma candidature très officiellement au sein de la mairie, au cœur de la démocratie nîmoise, ma candidature pour conduire ce combat. Et je sais que cette route va être probablement longue, probablement avec beaucoup d'obstacles, mais j'ai Nîmes au cœur et je souhaite que nous arrivions à faire de Nîmes une véritable communauté de destin avec l'ensemble des forces de gauche, l'ensemble des forces citoyennes, écologistes et les démocrates qui nous rejoindront. Alain Fabre-Pujol, candidat déclaré à la mairie de Nîmes en 2014, tout comme le socialiste Damien Larry et Yvon Lachaud pour l'Union des démocrates et indépendants. Retour à présent sur l'actualité internationale en bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes. Tandis que les violences continuent entre Israël et la bande de Gaza, Laurent Fabius a été dépêché en urgence au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens afin d'engager un processus de cessez-le-feu. Le sens de ma visite ici, d'essayer d'aider à trouver les termes de ce cessez-le-feu et puis à plus long terme, bien sûr, les termes d'une solution aux questions qui concernent Israël et les Palestiniens. Nous faisons très attention à ne pas toucher les civils. Dans une guerre qui dure depuis 6 ou 7 jours, il y a eu 20 civils tués du côté palestinien, mais c'est parce qu'ils se cachent avec leurs armes dans des maisons privées. Si l'on dénombre une trentaine de morts depuis la reprise des hostilités, les instances internationales ont noté une accalmie ce lundi entre les deux camps. Un accident de bus sur une voie ferrée en Égypte provoque la mort d'une cinquantaine d'enfants âgés de 4 à 12 ans ce samedi. Une tragédie qui aurait pu être évitée selon les autorités présentes sur les lieux de l'accident. Aujourd'hui, cela semble très clair. Cet accident va se produire encore et encore à l'avenir à cause de la négligence et à cause du manque de réforme au sein des autorités de voies de chemin de fer en Égypte. La carcasse de l'autobus a pu être dégagée dans la journée d'hier, accompagnée par une foule très remontée vis-à-vis des circonstances du drame. Barack Obama a rendu une visite historique en Birmanie. Le président des États-Unis, récemment réélu, est le premier chef d'État américain en exercice à se rendre en Birmanie. L'occasion de féliciter le régime pour les progrès accomplis ces dernières années. Au cours des 18 derniers mois, une transition spectaculaire a eu lieu. Une dictature vieille de 5 décennies a commencé à desserrer le poing. Sous le président Thein Sein, le désir de changement a été accompagné par un programme de réforme. Un civil est désormais le chef du gouvernement. Le Parlement a commencé à s'imposer. Si Barack Obama s'est montré enthousiaste quant à l'évolution positive du régime, le président américain en a aussi profité pour déplorer les conflits ethniques qui sévissent toujours dans le pays. Et on termine ce journal avec le BOTY, le Brown Battle of the Year, qui s'est terminé hier à l'Arena de Montpellier avec la belle victoire du Vagabond Crew devant 14 000 spectateurs. Les champions du monde du hip-hop qui conservent donc leur titre. La troupe composée de danseurs venus de toute la France, dont Thomas Khalifa, le jeune Montpelliérain de 16 ans et qui s'est entraîné à Montpellier. Le crew qui est actuellement en résidence à Mirval. Regardez. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour le journal de la mi-journée. C'est Olivier Roiran qui vous présentera les infos. Passez une très belle soirée sur TV Sud.